Depuis quelques mois, je remarque régulièrement derrière la fenêtre de ma cuisine quelque chose qui semble m'observer la nuit, et ça me fait vraiment peur. Puis, du jour au lendemain, cette chose avait arrêté de venir. Je ne savais pas si c'était un homme ou autre chose, je n'avais jamais réellement pu clairement le voir, je savais seulement que c'était effrayant. Cela faisait donc 2 mois environ que je n'avais plus rien vécu. Je venais de terminer de manger et je rangeais mes affaires. En préparant la vaisselle, j'ai eu la sensation désagréable, à nouveau, que quelque chose m'observait. J'ai essayé d'ignorer cette sensation, cette chose que j'avais vécue pendant des mois, et je ne voulais pas que ça recommence. Je recommençais à avoir peur et je sentais ce regard insistant. Je me suis alors retourné, accablé par cette sensation insupportable, et, malgré l'obscurité extérieure, j'ai pu l'entreapercevoir. Sa forme, brisée, s'accrochant à la fenêtre n'importe comment. Ses grands yeux noirs, et sa bouche énorme, de laquelle pendait une langue dégoulinante de bave. La chose se mit alors à faire un bruit qui ressemblait presque à un rire, alors qu'elle frappait la fenêtre avec son crâne. J'étais trop effrayé pour bouger, observant ce qu'il se passait sous mes yeux. Je me suis finalement précipité pour m'enfermer dans la salle de bain, alors que cette chose continuait de frapper à la fenêtre. Je me suis assis dans la baignoire, le rideau de douche refermé, et je priais en essayant de faire le moins de bruit possible. Après peut-être 20 minutes, il n'y eut plus aucun bruit. Je suis alors sorti de la salle de bain pour vérifier ce qu'il se passait, et la maison avait retrouvé son calme. La chose était partie. Mais une chose me glaça le sang. La fenêtre avait une fissure en plein milieu. Je me suis installé dans mon appartement il y a 6 mois. Depuis mon emménagement, j'ai ressenti des choses assez étranges que je n'avais jamais ressenties jusque-là. C'est en partie ce qui m'a poussé à me dire que quelque chose se passait ici. Une nuit, vers 1h du matin, je regardais la télé sur mon canapé quand brusquement il y eut un grand flash lumineux dans l'appartement. Je n'avais que la lampe du salon d'allumée dans tout l'appartement et je ne comprends pas ce que c'était. Je sais juste que ça a éclairé tout l'appartement, c'est tout. Mon chat s'était précipité sous mes jambes juste après ça. Une autre fois, j'avais mis mon téléphone à recharger sur une multiprise. Il est passé de 2% à 9% de batterie. Donc il a bien rechargé. Mais quand j'étais repassé vérifier si j'avais reçu un message, je me suis rendu compte qu'il ne rechargeait plus. J'ai vérifié le câble, s'il était bien branché, mais au final, je me suis rendu compte que le bouton de la multiprise était éteint. J'ai dû rallumer la multiprise alors que je savais qu'elle était allumée, puisque le téléphone s'est rechargé. Mon chat était avec moi, dans mes bras à vrai dire, donc ça ne peut pas être lui qui aurait éteint la multiprise. Également, j'ai une buanderie et à chaque fois que j'y vais, mon chat me suit et paraît sur la défensive. J'avoue ne pas avoir de sensation plus étrange dedans que dans le reste de l'appartement, mais mon chat semble ne vraiment pas vouloir me laisser y aller seul. Ma chambre est juste en face et quand je dors, mon chat se met au pied de mon lit, tourné vers la buanderie. Vu l'état dans lequel ça le mettait, j'ai commencé à essayer de dormir dans le salon, vu qu'il s'y sent mieux. Mais là aussi, la nuit, je le surprends à se mettre dans l'ouverture de la porte et surveiller la buanderie. Il lui arrive même parfois de faire des espèces de grondements vers la buanderie, et je ne sais pas pourquoi. Régulièrement, j'ai des objets qui disparaissent et qui réapparaissent à des endroits qui ne sont pas du tout logiques. Pendant longtemps, j'ai mis les bruits que j'entendais venant de la buanderie sur le dos de mes voisins. Mais hier, en pleine nuit, la porte de la buanderie s'est ouverte alors que je cherchais quelque chose dans ma chambre. Je me suis retourné, et dans la faible lumière qui rentrait dedans, j'ai vu de manière très rapide une silhouette qui a disparu dans l'obscurité. Je ne sais pas quoi faire. Je commence à me sentir vraiment mal dans mon appartement.
physiquement et moralement. Je suis épuisé et j'ai de plus en plus la sensation qu'il y a quelqu'un avec moi. Dans notre culture, nous avons des bracelets en ficelle blanche, ou alors en ficelle noire, rouge et blanche. Nous les utilisons comme des protections contre tout ce qui est mauvais ou pouvant nous faire du mal. Le stress, la maladie, la santé mentale, tout. Ma cousine vit à Sacramento. Il y a beaucoup de personnes asiatiques et notamment de notre origine. Quand on était plus jeune, on ne comprenait pas forcément le principe de culture. Ma cousine était dans une aire de jeu quand une fille, un peu plus âgée, se dirigea vers elle. Ses bras et ses jambes étaient couverts de bracelets. Ma cousine expliqua qu'elle ne disait rien, mais quand elle arriva face à elle, elle lui donna un de ses bracelets. Ma cousine a accepté le bracelet sans savoir dans quelle situation elle se mettait. Après lui avoir donné le bracelet, elle est partie sans rien dire. Ma cousine profita de sa journée tranquillement sans que rien de particulier n'arrive. Mais quand arriva l'heure de dormir, les choses changèrent. Alors qu'elle dormait depuis plusieurs heures, elle se réveilla sans raison. Elle vit alors une grande dame aux longs cheveux noirs. La femme appelait le nom d'une fille qui n'était pas celui de ma cousine. On suppose que c'était le nom de la fille qui lui avait donné le bracelet. Ma cousine se cacha sous les couvertures jusqu'au lendemain, où elle expliqua tout à sa mère, qui la disputa sur le coup. Elle n'aurait pas dû accepter ce bracelet. Elle lui expliqua qu'en lui donnant le bracelet, la jeune fille avait essayé de lui transmettre le mauvais esprit qui la tourmentait et qui était retenu par le bracelet. Attaché au bracelet, l'esprit pensait qu'il était encore avec l'autre fille. Ma cousine dut faire un long rituel et détruire le bracelet selon la coutume, ainsi que faire des offrandes aux dieux pour se défaire du mauvais esprit. Je travaille dans une école primaire, je m'occupe de l'entretien et des travaux de maintenance. Depuis quelques années, j'ai l'impression de voir des gens quand je fais les entretiens de fin de journée, nettoyage de salle de classe, etc. Alors même qu'il n'y a absolument personne d'autre dans le bâtiment. Je me suis dit que c'était la fatigue qui me faisait avoir ces sensations, alors je passais à autre chose. Mais les 2 derniers jours, quand je nettoyais les toilettes, j'entendais du monde marcher derrière la porte. Encore une fois, je précise, mais je suis seul dans l'école quand je fais le nettoyage. Évidemment, quand je vais vérifier, il n'y a personne et plus aucun bruit. Après cela, je suis allé nettoyer les salles de classe. En rentrant dans une salle de classe, j'ai eu des frissons dans le dos et je sentais les poils de ma nuque se redresser. Je savais que j'étais observé. J'ai poursuivi mon nettoyage et dans 2 autres classes, j'ai eu cette même sensation. Jusqu'à ce que finalement, la porte de la dernière salle de classe que je devais nettoyer ne claque brusquement juste derrière moi. C'était vraiment effrayant. Et je ne sais pas à qui en parler parce que... Est-ce que c'est pas dangereux pour les enfants ? J'ai l'impression que les gens expliquent beaucoup de choses négatives sur le paranormal. Alors j'ai décidé de vous parler de Georges. Georges, c'est le nom que j'ai donné à l'esprit qui vit dans mon appartement. Et il a l'air d'être d'accord avec ce prénom, donc c'est parfait. Quand je suis arrivé dans mon appartement, je ne connaissais pas Georges, et bien évidemment, lui non plus ne me connaissait pas. Alors, il faisait des trucs habituels de fantôme. Il bougeait des choses pendant que je dormais, il allumait et éteignait les lampes, il débranchait certains appareils. Après quelque temps, je lui ai dit « Mec, si t'as envie de me dire un truc, dis-le, mais casse pas tout. » J'ai alors vu la télécommande glisser lentement de la table basse et tomber. J'ai compris alors qu'il se moquait de moi. Et j'ai rigolé. Après ça, quand je cherchais des trucs dans l'appartement, je demandais à voix haute où c'était, et je retrouvais ces objets au milieu d'une salle. Quand je m'installe dans le canapé pour regarder un film, je lui laisse de la place, et de temps en temps, je sens qu'il s'assoit à côté de moi. Bref, je me suis fait un ami, et c'est un fantôme.
Je faisais un rêve des plus étranges, mais agréables. C'était vraiment particulier. J'avais conscience d'être dans un monde irréel, sans pour autant savoir que je rêvais. J'étais perdu dans un monde incroyable, tel Alice. Alors que je me promenais et profitais de cet instant magnifique, je me suis soudainement réveillé avec le souffle court. J'avais mal dans la poitrine. Ma tête semblait être sur le point d'exploser, et je me suis dit que j'étais en train de mourir. Je suis sorti du lit comme je pouvais, et je me suis dirigé vers la salle de bain pour me mettre de l'eau sur le visage et essayer d'aller mieux. Mais tout empira. Je sortais de la salle de bain à quatre pattes, essayant de respirer quand brusquement, 3 coups brutaux résonnèrent contre la porte de ma chambre. Je me suis immobilisé de terreur. Je ne cherchais plus à reprendre mon souffle. Je ne faisais plus attention à la douleur. Tout ce que je voyais, c'était cette poignée de porte, lentement s'incliner. Puis la porte s'ouvrit dans un lent grincement. Personne ne se trouvait derrière la porte. J'ai alors perdu connaissance. Je ne sais ce qui s'est passé, mais quelqu'un a dû me trouver et prévenir les urgences. Je me suis réveillé à l'hôpital, seul, et avec aucune explication. Je suis baby-sitter dans une maison hantée. Les parents étaient partis voir des amis et étaient censés rentrer vers minuit. Ils m'ont appelé pour me prévenir qu'ils ne pourraient pas rentrer avant minuit, alors il fallait que je couche les enfants. Cela ne me posait aucun problème puisque ces enfants sont absolument adorables, les enfants les mieux élevés que j'ai eu à garder. Arrivé à 21h30, j'ai envoyé les enfants se brosser les dents, choisir un livre et aller au lit. Après qu'ils se soient endormis, je me suis installé dans le canapé, j'ai sorti mes révisions et j'ai lancé un appel vidéo avec une amie. La famille pour qui je fais du babysitting est très religieuse et a des crucifix sur plusieurs murs de la maison. J'ai entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui taperait à la porte d'entrée vers 22h15. Habituellement, les parents m'envoient un message avant d'arriver et, évidemment, ils ont les clés. Je savais donc que ce n'était pas eux. J'ai vérifié et il n'y avait personne à la porte. Je suis retourné sur le canapé et j'ai repris ma conversation avec mon ami. Puis à nouveau, les mêmes coups à la porte. Ils ont des cochons d'Inde. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être en train de jouer dans leur cage et que c'était ça que j'entendais. Je suis alors allé vérifier. Mais ils étaient dans leur petite cabane et ils semblaient endormis. C'est en me retournant que je me suis alors retrouvé face au crucifix accroché dans le couloir. Celui-ci se redressa seul et tapa contre le mur, 3 fois. Une force soulevait la partie qui n'était pas clouée et l'utilisait comme un heurtoir de porte. Je suis resté pétrifié face à ce spectacle désarmant. J'ai alors entendu mon ami me demander ce qui se passait dans le salon. J'ai rejoint le canapé sur la pointe des pieds. Et je me suis installé dans le canapé. J'étais pâle et tremblant. Et mon ami essayait de comprendre, mais je ne savais pas quoi dire. Je lui ai juste demandé de parler et de ne pas me laisser seul. Quand la famille est rentrée, je n'ai pas voulu leur en parler. Mais je n'ai pas osé retourner chez eux depuis. Il faudrait vraiment que j'en parle avec eux. Quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire. Rien de bien étrange, beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires. Le mien s'appelait Bibi, et je discutais avec quand j'étais seul dans ma chambre. C'était un enfant un peu plus jeune que moi, avec une robe rose et des nœuds dans ses tresses. Bibi m'accompagna longtemps dans mon enfance avant de tout simplement disparaître. Je n'avais pas été triste, j'imagine qu'instinctivement je comprenais que c'était normal et que j'évoluais. J'ai avancé dans ma vie comme une personne normale, en essayant de vivre comme je pouvais et en étant la meilleure personne possible. J'ai fait mes études jusqu'à la fac, et là-bas j'ai rencontré la femme qui allait partager ma vie et mes meilleurs amis. Avec ses amis, un soir, on s'était rendu compte que plusieurs d'entre nous avaient eu des amis imaginaires en étant enfants.
Élise, une de mes amies, avait présenté la théorie comme quoi les amis imaginaires seraient, en fait, des esprits que seuls les enfants peuvent voir. La théorie était intéressante et comme notre groupe avait l'habitude de ce genre de sujet, on s'est dit que, peut-être, ce serait intéressant de chercher si c'était vrai. On se souvenait tous du nom de nos amis imaginaires. On s'est dit qu'on pouvait essayer de les appeler. Avec une planche Ouija. Nous avons organisé ça pour le week-end. On se faisait une soirée spiritisme pour essayer de retrouver nos amis d'enfance. Mais comme je le disais précédemment, pour moi, perdre mon ami imaginaire était une partie de mon évolution. Je ne souhaitais donc pas le recontacter parce que ça me donnait la sensation de retourner en arrière. J'ai donc participé à la séance depuis le canapé, observant sans bruit ce qu'il se passait. La séance commença par les questions basiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites-nous un signe, etc. Mais il n'y avait aucune réponse. Rien ne se passait sur la planche Ouija à part de légers mouvements qu'Élise expliqua rapidement comme étant des gestes humains inconscients. Rien d'important. Ils ont chacun appelé leurs amis d'enfance, aucune réponse. Cela dura peut-être 1h30, 2 heures. Après ce temps-là, alors que la question d'arrêter revenait de plus en plus souvent, la goutte se mit à bouger différemment. Elle glissa directement vers une lettre. J'entendais alors Élise dire à voix haute « B, I, B, I ». Je restai sans voix, assis dans le canapé. Elle demanda aux autres ce que ça voulait dire. Personne ne savait. Ils échangeaient des regards interrogateurs entre eux. Je me suis alors levé sans bruit, et je me suis approché de la table. Personne ne connaissait Bibi. Je n'avais jamais donné son nom. Je trouvais ça trop intime. Arrivé derrière ma copine, la goutte se dirigea vers moi dans le silence le plus complet. Elle se sépara des mains de chacun avant de tomber à mes pieds. Je l'ai attrapée et je l'ai reposée sur la planche. J'ai demandé si c'était bel et bien Bibi. La réponse se dirigea vers le oui. Je me suis reculé, c'était pas possible. C'était pas possible. Ma copine s'est tournée vers moi, me demandant ce qui se passait, alors que je continuais à reculer sans rien dire. Puis les bougies s'éteignirent. Nous étions plongés dans le noir. Je me suis immobilisé et j'ai demandé ce qui se passait. Pas de réponse. Un silence complet. Puis... Tu es là. Je demandais à nouveau ce qui se passait. Je t'ai cherché si longtemps. Je ne répondais pas. Les bougies se rallumèrent brusquement. Tout le monde était tourné vers moi. La bouche ouverte, les yeux révulsés et parfaitement immobiles. En même temps, tous me pointèrent du doigt et leurs bouches s'activèrent, mais le son semblait venir de partout. Mon garçon. Je demandais ce qu'on me voulait. Tous se levèrent et se mirent face à moi. À nouveau, c'était comme s'ils parlaient. Ce que tu m'as promis. Si je devenais ton ami, ton enfant serait mien. Je restais sans voix, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Je regardais autour de moi, j'essayais de trouver une réponse dans le regard de quelqu'un, qu'on annonce qu'il me faisait une blague. J'ai répondu alors que je n'avais pas d'enfant. Pour seule réponse, j'eus un rire. J'attendais alors. La salle était à nouveau totalement silencieuse. Puis, je vis ma petite amie porter la main à son ventre et s'effondrer en hurlant de douleur. Tout le monde se précipita vers elle comme si l'instant que j'avais vécu n'avait pas eu lieu. Je me suis également précipité vers elle quand je remarquai alors le sang qu'elle avait perdu. Un rire résonna dans la maison, faisant se stopper tout le monde. Puis le calme revint. Nous sommes allés à l'hôpital. Elle va bien. Plus jamais je ne participerai à ce genre de soirée.
Avec mes amis, nous adorons faire du camping. On est un groupe de 6 copains et on va très régulièrement camper ensemble. Nous nous rendions dans un nouvel espace de camping pour nous changer de nos habitudes. Et... ouais, nos habitudes furent bien changées. Quand nous sommes arrivés, tout était très bien. Il y avait de l'espace, c'était tranquille, c'était propre aussi. Il y avait de beaux arbres, il y avait une belle ambiance, et c'était vraiment agréable. Une fois qu'on s'est installé, on a joué aux cartes tous ensemble. Quand la nuit est arrivée, nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage et on se préparait pour une belle et douce nuit. Hélas, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu. Mes amis s'endormirent assez rapidement. Après 1 ou 2 heures, je ne dormais toujours pas. Et c'est alors que j'entendis les premiers pas autour de la tente. Comme si quelqu'un faisait le tour. Je me suis un peu redressé en regardant autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre était réveillé. Un ami se redressait également. On s'est regardé, surpris. Entendre des gens marcher quand on fait du camping, ce n'est pas surprenant. Mais quelqu'un qui fait le tour de la tente, ça c'est étrange. Nous n'osions pas sortir car nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous avions affaire. Nous avons essayé de réveiller les autres, mais ils dormaient comme des masses. Après de longues minutes, nous avons décidé de sortir à 2, voir ce qui se passait. J'allumais la lampe de mon téléphone, et je sortais le premier. Il n'y avait aucune trace, plus aucun bruit. J'observais autour de la tente, mais rien. Alors, je levai la lampe, et, entre les arbres, une silhouette noire nous observait avant de s'évaporer sous nos yeux. Moi et mon ami, nous sommes restés sans voix. Aujourd'hui encore, je tremble rien que d'en parler. « 24 mars 1812. Je me nomme Henri-Charles Deslières. Récemment, mon médecin m'a annoncé la triste nouvelle de ma maladie. Une maladie qui me mènera à la tombe, je le crains. Selon mon médecin, mon cerveau se détériore, et je vais bientôt perdre ma mémoire, et peut-être pire. Il m'a vivement recommandé de tenir un journal qui me permettrait de faire travailler mon esprit et ma mémoire, me forcer à me concentrer. Me voici ainsi réduit à écrire ma vie sur des feuilles de papier pour me souvenir que j'existe. Cette activité est censée me permettre de ne pas tout perdre en une seule fois. Mais ai-je véritablement l'envie de me sentir partir lentement plutôt que de disparaître dans une abysse sombre du jour au lendemain? Devoir me reposer sur un simple journal pour me souvenir de qui je suis, voilà à quoi je suis réduit. Autrefois je fus un homme important, un homme de loi et de devoir. Mes pères m'écoutaient attentivement, ma parole menait à des lois. Chacun de mes mots était pesé, car il influençait la vie de mes concitoyens. Je ne serai bientôt qu'une vague silhouette démente, errant dans les couloirs froids d'une vieille maison, dont les employés n'écouteront plus les divagations. Mon très cher livre des souvenirs, il ne me reste plus que vous, moi, et l'alcool dans lequel je pourrais me noyer, jusqu'à ce que je vous oublie et que je m'oublie. 30 mars 1812. Je ne saurais dire si les vieux murs de cette demeure dans laquelle je cache ma triste carcasse se referment sur moi, ou si cela pourrait être un des effets des différents médicaments douteux et de cet alcool que je consomme plus que de raison. Mais j'ai la sensation que le monde autour de moi change. Voyez-vous, ce matin, alors que je préférais rester immobile dans mon lit plutôt que d'affronter une nouvelle journée de faiblesse et d'inutilité, j'ai entendu mes gens s'occuper de la livraison hebdomadaire que je reçois.
Mais leurs mouvements me paraissaient si clairs que j'étais certain que quelqu'un se dirigeait vers ma chambre en faisant craquer le parquet. Après être sorti de mon lit, je suis allé ouvrir la porte de ma chambre pour vérifier ce qu'il se passait. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Je suis allé jusqu'à la cuisine, mais il n'y avait personne dans la maison. À vrai dire, je ne suis même pas certain que ma livraison soit arrivée cette semaine. Je regardais par la fenêtre. Un jardin magnifique derrière ma demeure. J'avais toujours fait attention au travail de mes jardiniers, mais mon actuel jardinier est le meilleur que cette maison n'ait jamais connu. Comment s'appelle-t-il déjà? Quand j'erre dans ces longs couloirs, la maison me paraît si vide. J'aurais aimé avoir une épouse et des enfants. Je me nomme Henri-Charles Delière. 18 avril 1812. Mon cher ami, ce matin, une chose des plus étranges m'est arrivée. En effet, alors que je me trouvais dans le salon chinois, j'ai vu par la fenêtre un inconnu me regardant. À dire vrai, je ne saurais exactement si c'était un homme ou une femme, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai reconnu aucun trait de cette personne. Je suis alors sorti par la porte-fenêtre menant directement sur le jardin, à peine quelques mètres de là où se trouvait la personne, mais il n'y avait plus personne. En fouillant les environs, je ne trouvais personne d'autre. Je me suis installé dans le salon chinois et j'ai bu. Qu'est-ce que j'ai bu? Un whisky? J'aime cette bibliothèque. C'est un lieu reposant. Je me nomme Henri Delière. 23 avril 1812. Aujourd'hui, je me suis enfermé à l'extérieur. En tout cas, c'est ce que j'ai cru. Je suis allé me promener en ville malgré les conseils de mes employés de maison, me disant de rester tranquillement chez moi. J'en ai plus qu'assez de ces vieilles pierres et de ce silence. J'ai besoin de voir à nouveau du monde. Après une courte promenade assez déstabilisante, car je ne reconnaissais plus rien, j'ai décidé de rentrer chez moi. C'est arrivé devant la porte que je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés. Alors j'ai cassé la fenêtre pour rentrer. J'ai été directement accueilli par un homme avec un balai, qui me frappa sans la moindre hésitation. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Que faisait cet homme chez moi? C'est en entendant une charrette dans la rue que je me suis souvenu que, face à ma maison, il n'y avait pas de rue. Je n'étais pas chez moi. Je ne connaissais pas cet endroit, ni cet homme. J'ai évidemment présenté mes excuses, et je lui assurai que je prendrais en charge des réparations, ce qu'il refusa promptement, me chassant de chez lui et m'interdisant de revenir. Il me traita comme un fou. C'est en arrivant devant mon manoir que je me suis souvenu que je n'avais pas besoin de mes clés. Mes gens étaient là pour m'ouvrir. Dans la cuisine, buvant, j'entendis soudainement des pas dans le hall. J'ai demandé qui arrivait. Je n'eus pour seule réponse qu'une accélération des bruits des pas. Je me suis levé de ma chaise, mais je ne savais que faire. J'étais immobile en entendant le bruit répété et agressif de ces pas. Puis ils se stoppèrent aussi brusquement qu'ils commencèrent. J'ai attendu que le soleil se lève avant de revenir à ma chambre et écrire cette expérience. Dans la peur, ma mémoire semble revenir, comme un réflexe de survie. Je me nomme Henri, et je résisterai. 5 juin 1812. À mon réveil, j'étais recouvert de sang. Mes mains et mon torse étaient éclaboussés d'un carmin sec, et, mon cher ami, je ne me souviens d'aucun détail, de qui ou de comment. Je suis resté enfermé pendant des heures, interdisant à qui que ce soit de rentrer.
Je me souviens avoir discuté hier soir avec une personne. Qui cela pouvait-il être? Qui pouvait s'être approché de moi? Plus personne n'ose me parler depuis longtemps. Je suis la silhouette isolée dans son manoir. Seuls mes employés me parlent encore. De bonnes gens, prenant soin d'un fou attendant de mourir. J'espère ne pas leur avoir fait de mal. Après m'être lavé, l'eau était rouge. J'espère que tout le monde va bien. Je me nomme... J'ai dû rechercher dans les pages précédentes. Henri. 1er août 1802. Où suis-je? J'écris cela depuis un bureau dans ce qui ressemble à une chambre, mais je ne la reconnais pas. Le soleil passe par la fenêtre, mais je ne reconnais pas ce soleil, sa chaleur ou sa lumière. Je ne reconnais ni ses murs ni ses draps. Par la fenêtre, je vois un grand jardin magnifique, mais je n'ai jamais connu pareil luxe. Des personnes sont venues s'occuper de moi, je les ai reconnues. Elles m'ont assuré que je vivais ici depuis bien longtemps. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne reconnais rien. Anne-Marie m'a demandé d'arrêter de boire du vin avant de dormir, car elle avait dû nettoyer mes draps et les sols qui étaient tachés. Je suis perdu. Dans le miroir, la nuit, je vois quelqu'un. Date inconnue. Il n'y a personne dans les couloirs, dans les salles autour de moi. Mais je me souviens avoir discuté longtemps avec quelqu'un. Qui était-ce? Le silence me glace le sang. Pas de peur, mais de chagrin, de solitude. Même entouré, je me sens isolé, sauf la nuit. Peut-être faudrait-il que je vive la nuit. Le soleil ne se lève plus aux mêmes heures que moi, depuis je ne sais quand. Je n'ai plus le droit de boire du whisky. Apparemment, c'est mon médecin qui me l'a dit. Mais je ne m'en souviens pas. Quel être puis-je être sans me souvenir des secondes de ma vie? Je ne suis qu'un reflet de personne, errant sans but entre deux salles. Je patiente ainsi jusqu'au départ. Date inconnue. Je me suis réveillé seul sur un canapé. Personne ne se trouve dans cette maison. Plus personne n'est là pour moi. Si ma mémoire disparaît de mon esprit, mon souvenir disparaît également de celui des autres. Je suis là de cette condition, mais je ne peux y mettre fin. Pourtant, quelque chose me perturbe. Chaque reflet dans cette demeure me paraît double. Quand la nuit vient, quelqu'un me parle. Je me suis réveillé en pleine nuit, en entendant du bruit. Derrière la porte de ma chambre, en ouvrant celle-ci, je me suis retrouvé face à face avec ce que je nommerais une ombre. Elle sembla faire comme si je n'étais pas là. J'ai essayé de l'interpeller, mais rien n'y faisait. Puis le soleil s'est levé, et j'étais dans mon lit. C'est à n'y rien comprendre. J'ai besoin de repos. Date inconnue. Mon ami, si le silence était insoutenable, sachez que mes nouvelles nuisances le sont plus encore. J'entends des voix, des objets bougent. Je ne comprends rien, mais je sais que je pars lentement. Mon esprit, autrefois si précis et fort, est désormais une triste ruine. Je suis fou, voyez-vous. Les dernières personnes à m'avoir vu doivent en être certains et le racontent à tout le pays.
Je ne me souviens plus de ma maison, de ma famille ou de mes amis. Je me promène dans les jardins et je ne les reconnais plus. Je lis mon journal. Je lis ma vie pour essayer de la vivre. Mais je l'oublie. Mon cher ami, je ne suis personne. Date inconnue. Mon cher journal, je perds patience. Le monde n'a aucun sens et je ne sais que faire pour retrouver un semblant de vie dans cette existence. Je ne fais qu'errer. J'ai brisé un vase, simplement pour m'assurer que je pouvais encore interagir avec ce monde qui m'entoure. Mais quel intérêt? Étrangement, quelqu'un ou quelque chose a nettoyé pour moi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais cela fait si longtemps que je ne comprends plus de nombreuses choses. Mon cher et dernier ami, j'aimerais disparaître, sans bruit, sans gêne. J'en ai plus qu'assez de ces bruits, de ces voix, de cette invisible nuisance. Laissez-moi. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus qui je suis. Je vois. Vous avez bien fait de me faire lire ce texte. Vous l'avez retrouvé dans la chambre de votre fille, c'est ça? Sur la commode? C'est très étrange. Mais je pense que le plus étrange, c'est... Pourquoi est-ce que l'encre est encore fraîche, monsieur? Cela dure depuis plus d'1 an maintenant. Certains jours sont difficiles, d'autres sont très tranquilles. Je vis dans une zone rurale. Je vis dans cette maison depuis que mon fils a 2 ans, et il en aura bientôt 16. Rien d'étrange ne s'est jamais passé ici jusqu'à il y a environ 3 ans. J'étais alors assise sur ma terrasse en été, et soudainement j'ai eu la très désagréable sensation que quelqu'un me regardait. Mon fils n'était pas à la maison, et j'étais complètement seul. Ma maison est entourée par la forêt, mon allée fait quasiment 300 mètres jusqu'à la route, je suis plutôt isolé. J'ai alors regardé à l'arrière de ma maison. Et j'ai vu un homme se tenant devant un arbre, à la lisière de la forêt. Il était âgé, je dirais environ 70 ans. Il portait un costume noir, et il ne faisait rien d'autre qu'être là, observant, immobile. Il était chauve, et la partie gauche de son visage paraissait affaissée, un peu comme un ballon dégonflé. Il me rendait nerveuse, alors je suis retourné dans ma maison. Sur les années qui ont suivi, moi et mon fils l'avons vu plusieurs fois. Il ne quittait jamais la forêt, ne parlait pas, il n'essayait pas de faire quoi que ce soit, et aussi étrange que cela puisse paraître, nous nous sommes habitués à lui. Nous respections son territoire et il respectait le nôtre. Au début du mois d'octobre, j'étais avec ma chienne dans le jardin et elle s'est soudainement mise à aboyer et s'est précipitée dans les bois. Je l'ai appelée en la suivant, lui disant de s'arrêter, mais quand j'ai finalement attrapé sa laisse, nous étions déjà profondément entrés dans la forêt. Alors que je la calmais et la ramenais vers la maison, elle a commencé à grogner. C'est une chienne adorable qui ne ferait pas de mal à une mouche. Je n'avais encore jamais entendu grogner ainsi. J'ai fait un tour sur moi-même, et je me suis rendu compte qu'il y avait un homme, à peut-être 3 mètres de nous. Je ne l'avais pas vu approcher, ni entendu. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait ici, aussi proche de ma maison. Mon voisin le plus proche était à 1 kilomètre de l'autre côté de la route. Il portait, lui aussi, un costume. Mais celui-ci était bleu marine. Il avait des cheveux blonds et devait avoir la trentaine. Je lui ai dit qu'il m'avait surprise et il me répondit que c'était une belle journée. J'ai répondu que c'était effectivement une belle journée et je l'ai contourné pour rejoindre ma maison.
C'est alors qu'une odeur affreuse me donna envie de vomir. On aurait cru une odeur de cadavre. J'ai continué à promener ma chienne, je ne voulais pas qu'il me suive jusqu'à la maison. Mon fils y était seul. Alors j'ai longé la lisière de la forêt en surveillant s'il me suivait ou non. Après quelque temps, j'ai rejoint ma maison. Arrivant dans l'allée, mon fils m'a rejoint en me disant qu'il pensait que j'étais dans le jardin. Je lui ai répondu que j'avais fait un tour et il m'a répondu qu'un homme était venu le voir. Il lui a demandé de me dire que c'était mal poli de partir au milieu d'une conversation. Depuis ce jour, des choses se passent au moins 3 fois par semaine. J'ai trouvé une dent sur le sol de ma cuisine. Un pendentif fait en os déposé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. J'ai des bleus sur les bras et les jambes, ressemblant à des doigts. Ma chienne est morte, d'une manière tout à fait normale selon mon vétérinaire. Mais j'ai du mal à le croire. Le jour de sa mort, moi et mon fils avons vu quelque chose. Quelque chose de grisâtre, se tenant comme une espèce d'araignée, mais avec des membres humains et disproportionnés. Et je n'en suis pas certaine, mais j'ai cru reconnaître le visage de l'homme blond. Mon fils veut qu'on déménage et je suis d'accord sur l'idée. Mais l'autre jour, j'étais chez une amie, dans la ville à côté. Et nous avons toutes les deux vu cet homme qui nous observait. Cet homme blond. Je suis effrayé. Je me disais que ça pouvait être une histoire assez intéressante à partager. Je sais pas pourquoi je m'en suis souvenu il y a pas longtemps. Ma grand-tante et son mari étaient des immigrants polonais qui ont acheté une maison en Pennsylvanie. Ils y ont vécu un long moment. Mais hélas, en vieillissant, ma grand-tante a développé une forme de schizophrénie. Au décès de sa femme, mon grand-oncle était dévasté et hélas encore, il a fini par se pendre dans la cave quelques mois plus tard. Après sa mort, ma mère et sa famille ont nettoyé la maison et fait le tri dans leurs affaires. En faisant cela, ils ont découvert que ma grand-tante avait fait une vingtaine de trous dans les murs pour y mettre différents objets religieux, des statues de la Vierge, des crucifix, etc. Elle était convaincue que la maison était hantée. Ma mère m'avait dit que, peu importe à quel point ils augmentaient le chauffage, il faisait toujours très froid. Elle entendait des bruits de pas dans les escaliers de la cave. Dans cette même cave, ma mère avait vu ma nièce jouer dans un coin. Elle lui a demandé ce qu'elle faisait, et ma nièce a répondu qu'elle jouait avec le chien. Ma grand-tante et mon grand-oncle avaient un Doberman, certes, mais celui-ci était décédé bien avant la naissance de ma nièce. Ma mère disait qu'elle se sentait mal, anxieuse, à chaque fois qu'elle était là-bas. C'était un endroit avec une énergie très particulière, mais pas vraiment dans le bon sens. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai ce même problème que je n'arrive absolument pas à expliquer. Peut-être que c'est tout à fait explicable, mais ça n'a aucun sens pour moi. La lumière dans ma cave s'éteint la nuit. À l'origine, je pensais que c'était un problème avec l'ampoule, donc j'ai changé 4 fois d'ampoule, donc c'est pas ça. J'ai demandé aussi à un électricien de vérifier l'installation électrique, vérifier s'il y avait un problème quelconque, et rien du tout. Ça m'a coûté très cher pour rien. Je me suis rendu compte que, en pleine journée, si je vais dans ma cave, j'allume la lumière, il n'y a aucun problème. Mais passé minuit, si je dois aller dans ma cave, l'ampoule ne s'allume pas. J'ai donc essayé plusieurs ampoules, etc., mais ça ne marche pas.
Je ne sais pas pourquoi. Après plusieurs essais, j'ai décidé de tenter de descendre avec une lampe torche. Et, une fois dans la cave, elle s'éteignait. Je l'allumais avant de descendre, et il n'y avait aucun problème. Mais arrivé en bas de l'escalier, éteinte. Je suis remonté, certes assez vite, parce que c'était bizarre et assez flippant, et arrivé à l'étage, la lampe s'est rallumée, comme si de rien n'était. Je suis quelqu'un de sceptique, donc je pense qu'on peut trouver une explication logique à ça. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une explication logique à ça ? Il y a quelques nuits, moi et mon copain, nous dormions au rez-de-chaussée dans le salon, puisqu'il faisait trop chaud dans notre chambre. On était allongés, on ne parlait plus et, alors que j'essaye de dormir, j'entends ce qui ressemble à une très forte respiration. Mais elle ne venait ni de moi, ni de mon compagnon. C'était comme si quelque chose d'autre était rentré dans le salon. J'ai demandé à mon copain s'il avait entendu, il m'a répondu que oui. J'ai eu la sensation qu'une enclume tombait sur mon cœur. Je lui ai dit de retenir sa respiration et de ne pas faire de bruit. Nous étions silencieux, mais la respiration continuait. Je me suis précipité soudainement vers l'interrupteur et j'ai allumé la lampe du salon. Il n'y avait que nous. Nous avons essayé de comprendre, mais, ne trouvant aucune explication, nous avons décidé de retourner dans la chambre, effrayés. Nous avons essayé de nous dire qu'il devait y avoir une explication parfaitement logique que l'on trouverait le lendemain et que nous pouvions dormir. En me réveillant le lendemain matin, je descends préparer le café. C'est alors qu'en passant dans le salon, je vois du coin de l'œil une ombre noire. Je me tourne alors et je la vois glisser le long du mur avant de disparaître au milieu de celui-ci. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Mon compagnon, lui, de son côté, a entendu parler pendant qu'il prenait sa douche, alors que j'étais dans le salon, mais il n'a pas compris ce qui était dit. Mais ce n'était pas ma voix. On n'a aucune idée de ce qui se passe, mais c'est vraiment effrayant. Je fais le même chemin tous les jours pour aller au travail. Lors de ce trajet, j'ai l'habitude de traverser le parc du coin à la lumière du soleil. C'est un passage très agréable de ma route. Hélas, mes horaires ont changé et je me suis retrouvé à travailler la nuit. Maintenant, quand je fais la route, il fait déjà nuit, et je n'ai pas forcément envie de passer par le parc à ce moment-là. Ça ne me rassure pas, mais ce passage me fait économiser 15 minutes de route. La première nuit de mes nouveaux horaires, j'ai dû me perdre dans mes pensées car je ne me souviens plus vraiment de mon trajet. J'ai fait ma soirée sans problème, puis je suis rentré chez moi avec un sacré torticolis. Quelques jours plus tard, en passant à nouveau par le parc, j'ai remarqué une silhouette qui m'observait dans un coin sombre. J'ai accéléré ma marche pour mettre de la distance entre lui et moi, mais il a commencé à me suivre. J'ai eu l'impression que je l'avais déjà rencontré, mais je ne savais pas où. Il était du coin, ou je l'avais déjà passé à la caisse au travail. J'ai accéléré encore, j'étais presque en train de courir, et il accéléra également. J'étais terrifié et je me suis agrippé à mon sac pour pouvoir l'utiliser comme une arme. Je me raccrochais à l'espoir d'aller plus vite que lui. Je tournais la tête un instant, et je voyais l'homme accélérer brusquement, un regard complètement fou. Mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine, et je commençais à hurler quand il m'attrapa par l'épaule et me retourna vers lui. Je lui hurlais de me laisser tranquille, de me lâcher. L'homme finit par me secouer en me demandant comment je pouvais être ici. Pourquoi tu es là? Pourquoi? Il n'avait plus l'air dangereux, il était effrayé. Pourquoi tu es là? Pourquoi? Je restais immobile et silencieuse, ne comprenant plus rien à ce qui se passait. L'homme me lâcha et se mit à pleurer en demandant pourquoi j'étais là. Je n'ai réussi à dire que « Pardon ?» ne comprenant pas du tout la situation, et il se recroquevilla au sol en hurlant qu'il m'avait tué. Je t'ai tué. Il m'avait étranglé dans ce même parc quelques nuits auparavant.
Le vent s'engouffrait par la légère ouverture de la fenêtre. Des feuilles mortes et sèches étaient étalées en dessous. L'humidité gonflait les murs et le parquet craquait comme si une personne marchait dessus. Peut-être était-ce le cas. Le poids d'une des âmes ayant vécu ici trop longtemps aurait-il pu être suffisamment lourd pour faire craquer le parquet? Certains le pensaient. Les éclairs zébrant le ciel éclairaient par intermittence les tableaux du grand hall. Les visages durs et abîmés de riches familles. Des gens ayant vécu ici, depuis longtemps morts, mais leur présence se sentait toujours. Par les choix de décoration, les tableaux les représentant, mais pas seulement. Il y avait cette sensation étrange quand on traversait les longs couloirs obscurs de cette bâtisse. Un sentiment de ne jamais réellement être seul. Ce n'était pas toujours effrayant, mais ça n'était jamais rassurant. Il y avait cette impression que quelqu'un observait chaque mouvement dans les couloirs. Peu importe quel couloir, sortir de sa chambre en pleine nuit, dans cette demeure, c'était comme prendre un risque. Sans jamais savoir quel risque c'était. Les escaliers grinçaient seuls également. Mais là, la question n'était pas de savoir si une âme pesait assez lourd, car dans l'escalier de l'aile ouest, anciennement là où vivait la mère de la famille, plusieurs personnes ont vu sa robe bleue. Non, jamais elle n'avait porté cette robe pour une peinture ou même de son vivant. En vérité, l'histoire de cette robe est des plus intrigantes. Un jour, Madame fit venir un tailleur spécialement d'Italie pour lui faire la plus belle robe du plus beau des bleus. Quand le tailleur lui demanda pour quel événement travaillait-il, elle lui répondit que cette robe serait celle qu'elle porterait dans la tombe. Il essaya d'en savoir plus, mais elle refusa de dire quoi que ce soit d'autre. Il fit alors une robe magnifique, avec de subtiles dentelles blanches faisant ressortir le bleu saphir du tissu. Le décolleté était agrémenté de diamants pris dans les coutures. 3 mois plus tard, elle était morte dans son sommeil sans que personne ne sache ce qui lui était arrivé. Elle fut enterrée sous ses propres conditions, éloignée du caveau familial, mais dans les terres du domaine. Autour de son cou, elle portait un ruban de soie rose, auquel pendait un grenat poli. Chaque année, le jour de sa mort, on peut voir du lilas autour de sa tombe. Ainsi, la robe bleue est le détail qui attire l'attention des gens qui croisent la femme dans les escaliers. La femme en bleu. Nous ne savons rien de sa mort. Nous savons très peu de choses à propos d'elle. Mais aujourd'hui, elle fait partie des rencontres que l'on fait entre ces murs défraîchis et sous ce toit qui menace de s'effondrer. Autrefois, cette demeure vit les plus belles célébrations de son époque. Des tenues splendides, des artistes, des danses, des festins. Les gens venaient aux bals masqués, aux célébrations, aux événements qui ponctuaient la vie de la région. Maintenant, les rats poursuivent les souris dans les murs, et la végétation rentre dans les salles. L'accès à la demeure devient impossible. Les arbres et les haies prennent tellement de place que seuls les plus aguerris peuvent encore pénétrer les environs. Cela fait bien longtemps que même les plus aguerris ne viennent plus. La demeure reste seule dans son silence, bercée par les craquements, les faibles bruits des animaux et de la nature. L'orage s'éloigne lentement et le vent se calme. Les restes du château patientent, alors, jusqu'au prochain événement. Il s'est passé tellement de choses ici, mais que se passera-t-il plus tard? Si les murs n'ont pas d'oreilles, la pierre a une mémoire. Ce qui se vit autour d'elle s'imprime en elle,
Alors les souvenirs d'autre temps se propagent dans l'avenir, et tant que ces pierres seront là, la maison vivra. Elle se souviendra. Mais dans les profondeurs de celle-ci, là où, depuis des décennies, plus personne ne vient, un bruit métallique résonne. En bas des escaliers de pierre se trouve le cellier, puis la cave à vin. Dans la cave à vin se trouve une trappe, et sous cette trappe, il y a des geôles. Dans l'obscurité, le froid et l'humidité, un bruit de chaîne résonne. Il reste un prisonnier dans le château. Il y a un esprit qui hante les routes par chez moi. Il est dit qu'il porte un long manteau noir et un chapeau noir également. Il se promène sur les routes entre minuit et 5 heures du matin. Je sais comment ça se passe. Comment ? Je l'ai rencontré. J'écoutais ma musique pendant que je rentrais chez moi. Je n'avais consommé aucun produit ni bu d'alcool. Alors que je conduisais sur une route de campagne, je vis quelque chose de blanc passer devant mon pare-brise. J'ai alors pilé sur le coup. Ayant peur d'avoir percuté quelque chose, je me détache et me prépare à sortir de la voiture, quand une lourde main se posa sur le toit de ma voiture et une silhouette noire, avec un chapeau, se pencha à ma fenêtre. « Tu es perdu, mon garçon ?» J'ai répondu « non » et j'ai repris ma route. Si j'avais répondu « oui », il serait rentré dans la voiture et on ne m'aurait jamais revu. D'aussi loin que je puisse me souvenir, elle a toujours été là. Ma mère était inquiète qu'après mes 6 ans, je continuais de la voir, mais de toute évidence, ce n'était pas qu'une simple forme que prenait mon imagination pour représenter quelque chose. C'était quelque chose d'autre, et je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Depuis petit, je vois cette femme. Elle n'a jamais vieilli, elle n'a jamais changé, elle a un regard absent et reste toujours immobile. Quand j'étais petit et que je faisais de la balançoire seul dans mon jardin, je la voyais par-dessus la haie, depuis la rue, son regard vide mais braqué sur moi. Elle était immobile, pâle, comme une poupée de porcelaine. Ses yeux comme des billes aveugles. Ma mère avait peur que mon esprit essaye de se créer une nouvelle figure maternelle, mais ce n'était pas le cas, elle s'occupait très bien de moi. Après des années, cette femme continuait de me suivre. Je la voyais partout. La plupart du temps, elle m'observait en se tenant à distance. Elle restait dans le jardin ou dans les alentours quand je me promenais. Elle était dans les environs, toujours immobile. Elle apparaissait ça et là quand je regardais autour de moi. Mais parfois, elle était plus proche. Parfois, il arrive que je sente un souffle dans mon cou, et je me rends compte qu'elle est juste derrière moi. Maintenant, c'est ma femme qui est mal à l'aise avec ça. J'ai mis du temps à lui en parler. J'avais peur qu'elle me prenne pour un fou, alors j'ai attendu. Quand je lui en ai finalement parlé, elle m'a évidemment posé beaucoup de questions, mais surtout, une chose l'inquiétait. Est-ce que c'était gentil ou mauvais ? Et j'avoue que je n'avais jusqu'alors aucune réponse à fournir. Je ne m'étais jamais senti en danger avec, mais en même temps, je n'ai jamais eu envie de l'inviter à la maison, quoi. C'est quelque chose d'étrange qui me suit depuis que je suis né. Et je suis la seule personne à le voir. J'ai fait des tests dans mon enfance, j'ai même rencontré des psychologues. J'avoue ne jamais leur avoir parlé de la femme qui me suit depuis mon enfance, parce que je me rends compte que c'est complètement fou. Mais si j'avais un problème, les tests et les psychologues auraient trouvé quelque chose avec le reste.
Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que je suis quelqu'un de stressé. Rien d'autre. Alors, nous avons poursuivi notre vie normalement. De mon côté, j'essaie de faire comme si la femme n'était pas là. Après quelque temps, nous avons eu un garçon. Si physiquement il me ressemble, il tient tout son caractère de sa mère. J'ai surveillé pendant un temps s'il voyait aussi la femme, espérant de tout mon cœur qu'il n'ait pas à subir ça. Mais rapidement, j'ai eu autre chose à surveiller. Ma femme est tombée malade soudainement. Elle est devenue très faible, à une vitesse effrayante, et les médecins ne savaient pas quoi faire. Une nuit, alors que j'étais seul à la maison, notre garçon était chez mes parents et ma femme était à l'hôpital, j'étais assis sur le lit. Je pleurais. Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement perdu. C'est alors que j'ai senti quelque chose. Une main frôlant ma joue. En relevant la tête, j'ai alors vu la femme. Elle était devant moi, sa main tendue vers moi. Je ne savais pas quoi dire, et elle prit la parole. Elle m'a dit, il y a une solution, mais cela a un prix. Je n'ai pas réfléchi une seconde, j'ai saisi sa main, et elle m'a souri avant de reculer et d'être à nouveau comme elle était d'habitude. Cette femme de porcelaine. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel de l'hôpital. Ma femme était soudainement mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était fou, magnifique. Après quelques jours, j'organisais une fête pour célébrer le retour de mon amour à la maison. La famille, les amis, nous étions tous ensemble dans le jardin à célébrer ce jour de gloire. Puis, la femme de porcelaine se tint à côté de moi. Quand je me suis tourné vers elle, elle a levé son long bras et tendit son doigt devant elle, en disant « Voici le prix ». Je tournai la tête, je voyais avec horreur qu'elle pointait son doigt vers mon fils. Cela fait maintenant 2 ans depuis ce jour. Je n'ai jamais revu la femme, et je n'ai qu'une seule crainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.